Donc, le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de justement vous parler du rôle stratégique d'Industrie 4.0 pour les PME québécoises. Je vais en profiter pour démystifier l'Industrie 4.0 parce qu'il y a beaucoup de définitions d'Industrie 4.0 dans le marché. Et puis, je vais le faire en donnant quelques exemples. Puis après ça, je vais vous présenter une démarche qui vous permettra, comme entrepreneur, de déployer ou de viser l'usine du futur. Donc, malgré les campagnes de sensibilisation du Grand du Québec, telles que le tournoi des manufacturiers innovants, tels les audits 4.0 subventionnés par la MEI, il y a encore un retard significatif dans les investissements technologiques aux PME. Effectivement, au Québec, les PME manufacturières dépensent 50 de moins par dollar de revenus que de nos voisins américains. Donc, peut-être comprendre quelques problématiques de l'investisseur immobilier, l'investisseur manufacturier. Donc, premièrement, l'aversion au risque. Les entrepreneurs font face à l'inconnu. Puis il faut démystifier Industrie 4.0 pour justement leur montrer que Industrie 4.0, c'est pas si gros que ça, c'est pas si compliqué que ça. Il y a un manque de visibilité des opportunités également. Les entrepreneurs ont de la difficulté à voir où il y aurait des améliorations qui rapportent le plus en termes d'investissement. Des améliorations, que ce soit des améliorations au niveau des processus, mais également au niveau de la digitalisation de ces processus-là. Un autre élément aussi, c'est la méconnaissance des solutions disponibles. On pense que c'est trop cher, puis j'aimerais vous démontrer aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont abordables pour beaucoup de PME. Il y a une perception de complexité, il y a un écart de compétences qu'il faut naturellement adresser par la formation puis par des séminaires comme ceux d'aujourd'hui. Donc, une erreur commune, c'est que la stratégie industrielle ne fait pas partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Et souvent, les entrepreneurs vont faire une stratégie d'entreprise, vont identifier leur axe de développement, mais ne prennent pas le temps d'identifier comment des stratégies ou des technologies enablantes pourraient les aider à aller plus loin dans leur plan stratégique. L'offre de produits-services, souvent, n'est pas adaptée pour l'industrialisation. C'est un autre élément aussi qui nous empêche de se réinventer. Puis souvent aussi, l'usine est vue comme un mal nécessaire, pas une force. Et justement, avec l'Industrie 4.0, il est possible d'identifier ces technologies-là qui peuvent transformer nos capacités manufacturières comme étant une force par rapport à la concurrence. Donc, les avantages liés au virage 4.0, on en voit de plus en plus. Amélioration de la performance de production, c'est peut-être le premier avantage qu'on recherche pour l'Industrie 4.0, donc diminution des temps d'arrêt, augmentation de la capacité, réduction des pertes, réduction des rebuts, etc. Un autre élément également, c'est l'agilité. C'est la capacité à répondre plus rapidement aux demandes des clients, puis à tisser des liens plus forts avec les partenaires d'affaires. Un troisième avantage, c'est l'accroissement de la compétitivité par l'acquisition et la valorisation des données. Comme vous allez voir, il y a certains exemples où on peut aller chercher des données additionnelles. Et plus on gère bien nos données, mais plus on est capable de valoriser et d'accroître cette compétitivité-là. Le quatrième avantage, l'adaptabilité. Donc, l'adaptation du monde du travail dans un contexte de vieillissement. Le fait d'être capable de faire le transfert des connaissances des personnes avec de l'expérience vers les plus jeunes et en intégrant des technologies numériques. Voyons. Donc, quelques exemples de projets Industrie 4.0. Ici, j'ai un slide qui présente les technologies les plus significatives. Il y en a d'autres, mais les plus significatives pour viser l'Industrie 4.0. Il ne s'agit pas ici de tous les déployer. On n'a pas besoin de tous les déployer pour être Industrie 4.0. Ça dépend vraiment de chacun de nos contextes d'organisation. J'aimerais commencer par les logiciels intégrés et les BPMS. Donc, logiciels intégrés, c'est tout ce qui est ERP, CRM, PLM. Ce sont donc des logiciels intégrés, comme le mot le dit, et qui permettent d'établir la base de données sur l'ensemble des données qu'on va vouloir accumuler dans le futur. Les BPMS, c'est une technologie, Business Process Management System. C'est une technologie qui permet d'intégrer les logiciels spécialisés entre eux, qui permet d'aller chercher, par exemple, de la donnée machine et de l'alimenter via des processus organisés et automatisés vers les ERP, vers les logiciels intégrés. Donc, c'est vraiment la couche d'intégration qu'on a besoin pour
pouvoir s'asseoir, pour pouvoir gérer ces données-là. La deuxième composante, ce sont les objets connectés, l'Internet of Things. Les objets connectés sont c'est une autre composante extrêmement importante de l'Industrie 4.0 parce que c'est celle-là qui nous permet d'aller chercher des données de machines, outils, de différents équipements roulants, etc. Après ça, on a un ensemble de technologies qui peuvent servir. Donc, bon, la cybersécurité, c'est un must, c'est un mal nécessaire. Parce que c'est certain que si on installe un ensemble de nouveaux senseurs qui sont branchés sur l'Internet, donc ces devices IP, ces dispositifs qui sont connectés à l'Internet doivent être protégés. La cybersécurité va jouer un rôle extrêmement important. Vous allez voir aussi que l'info nuagique ou le cloud joue un rôle de plus en plus grand. Donc, l'interconnexion de ce cloud-là, ces différents systèmes doivent être protégés par des solutions de cybersécurité. L'info nuagique joue un rôle de plus en plus important. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui offrent des solutions clés en main du côté objets connectés, par exemple. Et tout ça, ça fonctionne dans le nuage. Également, les grands partenaires dans le domaine intelligence artificielle comme Microsoft, comme IBM, les grands joueurs, Amazon, offrent des solutions d'intelligence artificielle complètement dans le cloud qui vous permettent donc de traiter ces données-là à l'extérieur de chez vous. Donc, l'info nuagique va jouer un rôle majeur dans vos solutions futures. En passant, l'année passée, dans les systèmes ERP, plus de 65% des ventes ERP se sont faites dans le cloud. Donc, vraiment des solutions qui sont full SaaS, donc complètement SaaS natif. Donc, on voit ça de plus en plus dans le marché. C'est vraiment une tendance lourde du marché. Après ça, on a la fabrication additive. Donc, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais la fabrication additive va nous donner des possibilités, oui, de prototypage rapide, donc d'innovation. Ça fait déjà plusieurs années que le 3D printing ou la fabrication additive est utilisée dans les entreprises. Mais on voit aussi de plus en plus d'entreprises qui utilisent la fabrication additive pour créer des pièces de production. Je vais vous en parler un peu plus tard. La réalité augmentée également, qui est un domaine qui est en croissance, qui est quand même assez nouveau, mais qui permet donc de prendre des modèles de nos modèles 3D, de nos maquettes de produits, et d'ajouter de l'information, que ce soit de l'information sur des instructions d'assemblage, des instructions de maintenance, un ensemble d'informations qui pourraient servir soit au soutien de la clientèle, soit à la formation des employés. Donc, la réalité augmentée commence ça fait longtemps qu'on en parle, ça commence à prendre forme. Big Data et analytique, l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est relié au traitement des données, permet d'identifier des tendances et d'analyser toutes les données qu'on a commencé à accumuler. Robots autonomes ou robots industriels, mais la robotisation joue effectivement un rôle important dans l'industrie 4.0. Avec les robots autonomes, on a une nouvelle ère d'adaptabilité. En fait, ces robots-là ne coûtent pas très cher. Ils sont faciles à déployer, donc très agiles. Ça ne traite pas les très grands volumes, mais ça donne de l'agilité à une entreprise. Donc, je pourrais en parler un peu plus tard. Et dernièrement, les technologies de simulation, que ce soit une simulation d'aménagement en usine, simulation de processus, simulation d'assemblage sur un poste de montage, simulation d'espace. Donc, tout ça, ce sont des technologies qui nous permettent de faire des prédictions, prévisions, simulations avant de commencer à déployer des technologies qui peuvent être chères, puis ça évite l'erreur. Donc, quelques exemples d'applications. Premièrement, celui-ci, qui est relié à l'IoT. Donc, ici, on voit un équipement industriel qui est connecté avec 3 senseurs. Un senseur pour le courant moteur, un senseur pour le capteur de température et un senseur pour un capteur de pression. Et un système qui va colliger ces informations-là, faire de l'analyse. À droite, vous voyez un exemple de traitement de tendance. Donc, ça pourrait permettre, dans ce cas-ci, de faire de la maintenance prédictive. Donc, au lieu de changer des pièces trop souvent, trop rapidement pour rien, ce qui malheureusement est une problématique de la maintenance préventive, bien, dans le cas de la maintenance prédictive, on est capable d'identifier des potentiels bris à l'avance, donc basés sur la vibration, sur la pression, sur un ensemble de caractéristiques machines. Juste en passant, peut-être une parenthèse sur la slide précédente, juste pour vous expliquer que ces technologies-là sont très, très adaptables et très disponibles. C'est vraiment démocratisé pour l'ensemble des PME. Je vais vous donner un exemple. Une montre intelligente représente bien un code IoT.
où à l'intérieur d'une montre, on va avoir plusieurs senseurs. On va avoir 2-3 antennes, hein, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. On va avoir une application qui est déportée sur le cloud, hein, qui est notre dashboard sur la santé, sur notre santé. Donc, tout ça représente bien un cas d'IoT. C'est certain que ce sont des applications qui se vendent en très, très grand volume. Hein. On en vend des millions de ces montres intelligentes-là. Mais pour vous dire, cette montre-là qui inclut tous ces sensors-là à moins de 300 $, ben, ça explique que ces technologies sont disponibles. Un senseur courant moteur, on va retrouver un sensor à moins de 100 $ avec une carte pour le traiter. On peut avoir une carte qui traite ces 3 senseurs-là pour moins de 500 $. Et donc, on peut faire un mini-projet très, très rapidement en IoT. Donc, je pense que la question la plus importante, c'est de choisir le bon candidat en termes de projet pour effectivement identifier le projet qui va rapporter le plus. Robotisation, donc cet exemple-là où en fait les robots collaboratifs donc permettent d'augmenter l'agilité, la fiabilité. Ces robots-là peuvent être non pas programmés, mais on va leur montrer étape par étape, un peu comme une macro dans Excel. On va être capable d'enregistrer chacune des étapes d'assemblage, de manutention, ce qui va permettre de déployer ces robots-là très rapidement avec peu de programmation ou pas de programmation. Donc, ils vont être utilisés dans des projets comme placement de pièces, chargement, déchargement de machines. Par exemple, en CNC, à l'entrée et à la sortie, donc les pièces, les matières premières à l'entrée et les pièces à la sortie peuvent être complètement traitées automatiquement par un robot. Contrôle de qualité, naturellement, ça c'est connu depuis un peu plus longtemps. La palettisation, des robots qui vont faire la peinture, la finition, l'assemblage, l'empaquetage. Habituellement, ces projets-là, il y a un ROI très, très, très élevé. Donc, je me rappelle d'un projet dans la Beauce l'année passée où on a fait une recommandation pour l'implantation de robots sur 4 postes de travail en soudure. En fait, cette entreprise-là faisait face à un boulot assez important dans ce poste de travail-là. Ils ne pouvaient pas engager de soudeurs parce qu'on sait qu'il y avait plus de 15 000, il y avait un manque de 15 000 soudeurs à l'est de Drummondville à ce moment-là. Et donc, on a pu enlever ce boulot-là, puis vraiment rentabiliser le projet en moins de 10 mois. Et donc, il crée de la valeur aussi en termes de nouvelles ventes possibles parce que l'usine pouvait produire plus rapidement, plus de volume. C'est un exemple en fabrication additive. Donc, les applications qu'on connaît beaucoup, le prototypage rapide, la fabrication d'outils, les supports, personnalisation de masse, où on peut personnaliser des pièces aux besoins de chacun des clients. Donc, c'est de plus en plus utilisé pour les pièces de production ou les pièces de rechange. Par contre, il faut faire attention au choix des pièces. C'est certain qu'une pièce simple va être beaucoup plus économique à faire avec une bonne vieille CNC que de le faire avec un système de 3D printing. Donc, le choix de la pièce, le candidat est extrêmement important dans le choix. Donc, par exemple, si cette pièce que vous voulez produire doit être assemblée avec de la tubulure, avec des braquettes, puis que effectivement la pièce, quand on regarde l'ensemble, le sous-ensemble est complexe, il y a peut-être avantage de repenser cette pièce-là en une seule pièce au lieu d'avoir un sous-assemblage, et puis de la produire avec du 3D printing. Donc ça, c'est un élément intéressant en termes d'amélioration fonctionnelle, en termes de réduction de poids, en termes de réduction du nombre de pièces pour le sous-assemblage ou réduction de l'espace de design. Donc, c'est à considérer. Un dernier exemple ici qui est un peu le nirvana, l'intégration multisystème. Donc ici, on voit que sur une interface utilisateur, on a de l'information provenant de différents systèmes. Donc, un ERP, un PLM avec des processus digitalisés permettent d'apporter toute l'information à un même endroit. Donc ici, dans la partie du haut, on voit l'information reliée à l'opérateur. Donc, on voit son rôle, on voit son ID, on voit sur quelle workstation il travaille présentement. Après ça, on a une section de l'écran qui présente des informations reliées au système manufacturier, l'ERP en tant que tel, ou le MES selon le cas, où on va voir le bon de travail sur lequel l'opérateur travaille, l'opération, les pièces, les ressources, les vérifications de compétences. Donc, c'est un ensemble de choses comme ça. Après ça, on a une section qui va mettre en place ou qui va présenter tout ce qui est relié à la maquette virtuelle.
Donc ici, ça va être le PLM qui va alimenter cette information. On pourrait avoir aussi des informations de procédures d'installation qui sont plus élaborées que ce qu'on peut avoir dans un simple routing ERP. Après ça, dans la section du bas, on va avoir des sections pour capturer des données. Donc là, on se rapproche du MES où on va, pour un bon travail, identifier les opérations, les pièces. On va avoir peut-être certains éléments de saisie à cet endroit-là. Et plus bas, on a une toute section en rouge ici qui nous explique que les outils industriels qui peuvent alimenter des données de couple, d'angle, etc., peuvent être intégrés, ces données-là, donc via un capteur IoT, mais ces outils-là viennent avec ces capteurs-là, mais de l'intégrer via Bluetooth directement à même l'application. Okay? Donc, tout ça, vous voyez qu'on peut, avec des logiciels intégrés, des processus digitalisés, intégrer tout ça, puis créer ce qu'on appelle un trailer digital, un trailer numérique. OK? Donc, par où commencer? Là, je vous donne bien des exemples, mais par où commencer? En fait, notre démarche qu'on propose est très simple. En fait, elle touche 4 volets. Premièrement, c'est de s'arrimer au plan stratégique puis avoir une stratégie industrielle cohérente. Puis comme vous le verrez, dans un audit 4.0 du ministère, c'est un must d'avoir un plan stratégique. Nous, notre rôle chez FICIO, c'est de s'assurer que votre stratégie industrielle est également cohérente avec votre plan stratégique. Parce qu'on va poser des questions par rapport à ça. Parce que le plan numérique audit 4.0 doit s'arrimer au plan stratégique, c'est essentiel. Donc, on a un atelier juste pour ça. Après ça, comprendre l'état actuel, la maturité actuelle, les contraintes en place. C'est certain qu'on peut avoir des beaux projets installés, par exemple, l'IoT partout dans l'usine, mais si mon réseau industriel ne tient pas la route, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas de la cybersécurité, il y a peut-être certains éléments de prérequis, de projets, oui, qui sont des prérequis à ces innovations-là à mettre en place d'abord. Il y a un élément qui est important, il faut apprendre à marcher avant de courir, puis pour nous, l'étape d'évaluer la maturité actuelle fait partie de ça. Troisièmement, établir une vision Industrie 4.0. C'est important que le comité de gestion de l'entreprise se donne une vision Industrie 4.0, une vision à court, moyen, long terme qui va permettre d'encadrer les différentes initiatives et aussi de mobiliser l'organisation vers une vision Industrie 4.0. Puis, dernièrement, mais établir un plan d'action. Un plan d'action, mais ça se brise en étapes, par période, puis ça nous permet de se donner des objectifs clairs puis de les atteindre. C'est une parenthèse ici sur le programme Audit 4.0 du ministère de l'Économie. Donc, l'Audit 4.0 a été retravaillé l'année passée, au tout début de l'année. Maintenant, il y a 2 étapes, l'étape audit et plan numérique, qui permet de faire une planification stratégique, identifier les orientations stratégiques opérationnelles ainsi que les objectifs qui sont associés. En fait, on va évaluer 5 processus en jeu pour un total de 25 processus. Et en phase 2, il y a une mise en œuvre des projets qui est allouée, qui est subventionnée sur un premier projet de numérisation, donc présentation préliminaire des projets, grille des besoins. Par exemple, ça peut être une grille de besoins par rapport à l'acquisition d'un ERP, la sélection de solutions, plan de gestion de changement, etc. Donc, tous ces éléments-là peuvent être subventionnés dans une deuxième étape également. La subvention est tombée à 50 pour la phase 1 et phase 2. Par contre, aujourd'hui, on a aussi donc, la phase 2 qui est subventionnable, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a d'autres programmes en passant, comme PME en action ou autres. Là. En fait, ce sont vos conseillers du MEI qui sont les mieux placés pour vous aider à identifier là, les différents programmes disponibles. Donc, notre démarche, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on ça fait depuis plusieurs années, depuis 2016, qu'on fait régulièrement des audits et des plans numériques Industrie 4.0. Et on avait déjà, dès le début, mis en place une série d'ateliers pour amener le comité de gestion à participer activement dans son plan numérique. Pour nous, c'est extrêmement important qu'il y ait une participation. Donc, on a 6 ateliers participatifs sur un ensemble de démarches. Et puis, au passage, on en profite pour naturellement livrer le requis du ministère, donc un audit 4.0 en tant que tel. On livre naturellement les capacités clés et les zones d'amélioration. On a l'indice de maturité globale que le ministère va fournir suite aux questions. Et on va donc avoir un ensemble d'ateliers pour
pour alimenter. Le premier atelier, c'est un atelier de formation Industrie 4.0. On en profite pour mettre tout le monde à la même page. Donc, en fait, c'est l'atelier que vous voyez aujourd'hui, mais il se fait sur 3h30 au lieu de se faire en 20 minutes. Il y a un atelier d'orientation où là, on va discuter du plan stratégique, on va discuter des orientations et de la stratégie industrielle. Et où on va commencer à identifier des idées par rapport vers où on s'en va comme usine du futur. Ensuite de ça, on a quelques ateliers de capacité clés et zones d'amélioration. Donc, c'est là où on va faire l'audit détaillé des processus et où on va identifier les forces, faiblesses de chacun de ces processus-là, identifier les zones d'amélioration. Ensuite de ça, il y a un atelier situation actuelle TI. Donc, nous, on a une démarche qui s'appelle le CIO 360, qu'on est venu synthétiser en une demi-journée, un autre atelier où on vient voir rapidement l'état de la situation en termes de gouvernance TI. Après ça, on va passer à un atelier d'exploration de solutions, où là, on va vraiment identifier des solutions potentielles pour viser les idées d'amélioration. Donc, ce qu'on aura fait dans l'atelier précédent. Donc, on va maintenant sortir des idées. On a une base de données sur les différentes technologies disponibles, puis on vient essayer d'enrichir le modèle d'affaires ou le plan stratégique grâce à ces technologies-là. Puis, en toute fin, on va prioriser. Ce n'est pas nous qui avons la réponse, c'est vraiment la direction qui a la réponse. Donc, dans notre atelier de priorisation, ce qu'on vient faire, c'est qu'on évalue chacune des idées d'amélioration et des projets d'amélioration ou de numérisation donc, on va l'évaluer sur la valeur que ça apporte à l'entreprise ainsi que la rapidité à déployer ça. Et puis, plus c'est facile à déployer, puis plus ça apporte de la valeur à l'organisation, mais plus ces initiatives-là seront priorisées. Donc, le bénéfice pour l'entreprise, sensibilisation à l'Industrie 4.0, il y a l'ensemble du comité de gestion d'entreprise. On se donne un langage commun, on identifie l'urgence d'agir ou non. Puis, on va également, je pense, créer un élément de momentum. C'est vraiment ça qui est l'objectif par la série d'ateliers participatifs. C'est sûr que ça vous demande de l'investissement, mais pour nous, c'est ce qui est essentiel, c'est que le comité de gestion et les champions de l'industrie de votre entreprise plutôt puissent être animés par cette volonté de changement. Donc, une transformation, il faut qu'il y ait une volonté de changement, puis je pense que c'est extrêmement important comme démarche. Après ça, donc l'identification des forces donc des capacités actuelles de l'entreprise, puis comment les utiliser dans des initiatives Industrie 4.0 à venir. Moi, j'ai vu des entreprises qui avaient des forces cachées, puis quand on les découvre, on dit hey, ça peut devenir un élément de différenciation. Il faut juste un peu le renforcer avec quelques technologies, puis on vient vraiment établir une différenciation. Troisièmement, donc, ça nous donne un portrait actuel des TI. Ça identifie les projets qui peuvent être des prérequis. Après ça, donc, c'est un autre bénéfice important pour l'entreprise, c'est la priorisation des initiatives qui sont alignées sur le plan stratégique. On va faire ce qui est le plus important en premier. Puis, après ça, identification des sources de financement possibles, donc avec l'aide du conseiller du ministère ou de sociétés qui sont spécialisées là-dedans, on va identifier les financements possibles pour la suite. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'était le but de l'atelier. J'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre alain@efficio.ca, alain@efficio.ca pour toute question, toute discussion. Ça me fait plaisir de vous parler. Donc, en passant, on offre 1 heure de consultation gratuite pour toute personne qui pourra avoir des idées et opportunités à discuter. Merci. Au revoir.